Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors on commence par la nouvelle qui défraye la chronique en ce moment, Préhistorique Planète, le documentaire sur les dinosaures sur Apple TV+. C'est en collaboration avec la BBC. J'en ai déjà parlé dans 2 autres vidéos, donc je vais pas en reparler ici. C'est un documentaire que j'ai beaucoup apprécié, et si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur ce documentaire, je vous invite à aller voir les 2 autres vidéos. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Donc on va commencer directement par cette annonce tonitruante qui a fait trembler le petit monde de la paléontologie. Est-ce que Homo floresiensis vivrait encore? Donc Homo floresiensis, le petit hominidé qui a été retrouvé dans les îles d'Indonésie, l'île de Flores. Ce petit hominidé qu'on surnomme le Hobbit serait-il encore vivant dans les forêts d'Indonésie? Une annonce qui a été faite dans un livre publié par l'anthropologue Gregory Forte, donc anthropologue retraité de l'université d'Alberta au Canada. Annonce qui est basée, nous dit cet article, sur le recueil de 30 témoignages de gens qui ont vu une créature similaire à l'homme de Flores et qui, disent-ils, donc ressemblait à Homo floresiensis. Enfin, du moins, correspondent à la description qu'on pourrait faire d'un Homo floresiensis. 30 témoignages de témoins visuels auraient vu Homo floresiensis. Y aurait-il pas une discipline qui porterait déjà un nom et qui se baserait très fortement sur des preuves très faibles comme les témoignages? Ne s'agirait-il pas d'un exemple flagrant de cryptozoologie? Eh bien oui, vous l'aurez deviné, c'est de la cryptozoologie, et la cryptozoologie n'est pas une science, mais bel et bien une pseudo-science. J'ai passé 1h34 dans cette vidéo à expliquer pourquoi, donc je vais pas recommencer maintenant, mais sachez que la cryptozoologie n'est pas une science, c'est une discipline pseudo-scientifique, et que donc ce que nous fait le professeur Forte ici, c'est de la pseudo-science, donc ne vous inquiétez pas, non, l'homme de Flores ne survit pas dans les jungles d'Indonésie, en tout cas, c'est pas 30 témoignages ou un bouquin entier de cryptozoologie qui va vous prouver le contraire. On continue avec les bestioles intelligentes, on lâche les hominidés, on rentre chez les dinosaures avec les troodontidés. Vous connaissez certainement la théorie des troodontidés intelligents, développée par Russell dans les années 70. Donc Russell avait proposé que les troodontidés étaient capables de faire des outils. Eh bien, il y a une équipe de chercheurs que ça a intéressé comme hypothèse et qui ont essayé un peu d'explorer en fait cette voie dans une publication dans le Canadian Journal of Earth Sciences, donc le journal canadien des sciences de la Terre. Et alors j'aime beaucoup leurs conclusions, et je pense qu'elles méritent d'être citées. Étant donné les modifications faites sur les outils par les archosaures modernes, donc les crocodiles et les oiseaux, qui utilisent parfois des outils, la plupart du temps à des fins rudimentaires, je veux dire pour acquérir, débusquer de la nourriture, même les crocodiles apparemment utilisent des outils, eh bien, étant donné le peu de traces qu'ils laissent sur les outils en question, il est quasiment impossible. Donc là, il parle d'un challenging problem, mais en réalité, c'est un euphémisme pour dire il est impossible qu'on reconnaisse de tels fossiles, enfin qu'on reconnaisse de tels outils dans le registre fossile. C'est-à-dire que quand bien même Troodon utilisait des outils à des fins de je sais pas quoi, d'acquisition de nourriture, etc., il n'y aurait aucun moyen de le savoir. Voilà. Donc oui, par optimisation, si les crocodiles utilisent des outils de façon rudimentaire et que certains oiseaux utilisent aussi des outils de façon rudimentaire, il est probable que les troodontidés l'aient fait aussi. Mais bon, c'est pas le fait de juste agripper un bout de bois avec les dents, avec les pieds, avec les mains, qui va laisser suffisamment de traces sur un outil, et surtout des traces suffisamment convaincantes pour qu'on puisse dire « Hey, ça c'est un outil de troodon ». Ce qui fait de la théorie du troodon qui utilise des outils, une théorie non testable et donc non scientifique. On reste dans le domaine finalement de la pseudo-science, voilà, c'est transition avec le thème précédent. On reste dans le pseudo-scientifique, voilà. Donc ça enterre plus ou moins la théorie finalement du troodon utilisateur d'outils.
Ceci étant dit, les troodontidés sont connus quand même pour avoir des cerveaux relativement gros, donc ça change pas, mais relativement gros par rapport aux autres dinosaures, hein, pas par rapport aux oiseaux modernes, certainement pas par rapport aux oiseaux modernes. Troodontidés, ils sont dans la variation inférieure, parmi les oiseaux les plus stupides, on va dire, niveau taille de cerveau. Donc, mais au moins, on pourra pas dire que ça n'intéresse pas les scientifiques, et que si ça vous intéresse vous, bah du coup, vous pourrez voir maintenant qu'il y a de la littérature, voilà, sur les dinosaures ont-ils pu développer une culture de l'outil. La réponse est si oui, on le saura jamais. Voilà. On reste avec les dinosaures et on va parler maintenant des petits bras du T-Rex. Les petits bras du T-Rex, les sujets qui fâchent. Voici un nouvel article publié par Padian, donc paléontologue assez connu, dans Acta Paleontologica Polonica, qui est une revue de paléontologie complètement gratuite polonaise. Donc c'est un article qui est très facile à trouver. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description pour télécharger tous les articles, hein, ça change pas. Donc, qui interroge donc pourquoi les tyrannosaures avaient des petits bras, voilà. Une hypothèse intégrative. Alors intégrative, je suis pas sûr de comment traduire ça, mais en gros l'idée c'est que au lieu d'aller chercher des fonctions pour des bras qui à l'évidence ne servaient à rien, pourquoi et si la fonction de ces bras n'était justement pas de servir à rien? Point d'interrogation. Je reformule. Si plutôt que d'aller chercher un usage pour ces bras, pour ces tout petits bras à Tyrannosaurus, d'inventer une force herculéenne à ces petits bras rikiki, quoi, dont en plus Tyrannosaure n'avait pas besoin. Je veux dire, regardez un rapace. Les rapaces utilisent leurs ailes pour voler, mais je veux dire, ça leur empêche pas d'attraper leur proie avec leur bec et avec leur serre. Tyrannosaure, c'est pareil, avec sa bouche absolument gigantesque, et ses dents absolument énormes, et ses griffes des pattes absolument gigantesques et énormes, et la puissance de ses membres, il n'avait pas besoin de bras, Tyrannosaurus. Il n'avait pas besoin de bras. Donc, eux, ce qu'ils posent, enfin, Padian, la question que pose Padian, c'est, et si, en fait, on se serait pas gouré, et est-ce que la fonction des bras de T-Rex, ça aurait pas été d'être petit, justement? Est-ce que être petit n'était pas une fin en soi, voilà, au niveau des petits bras de T-Rex? Parce que, au final, T-Rex, on sait, enfin, pas T-Rex, mais les tyrannosauridés de manière générale, qui avaient tous des petits bras, de toute façon, les tyrannosauridés de manière générale, on sait grâce à des centaines de fossiles, des centaines de mandibules, de maxillaires et de crânes, on sait grâce à des centaines de fossiles que ils communiquaient énormément en se mordant les uns les autres. En se mordant la face les uns les autres, mais en se mordant en général les uns les autres. Donc, en partant de ce principe-là, avoir des gros bras, c'est quand même avoir des cibles privilégiées, tu vois, pendant ces morsures, parce qu'évidemment, c'est de la morsure sociale, certes, mais c'est pas de la morsure polie, hein. Je veux dire, ils sont pas sympas les uns avec les autres quand ils se mordent. C'était des gros chasseurs, ils avaient besoin d'immenses territoires, donc ils communiquaient, voilà, là, t'es chez moi, crac, et je te bouffe le nez, quoi. Il y avait de la morsure sociale, probablement aussi, au niveau des moments de reproduction. Peut-être qu'ils se mordaient justement pendant ces moments de reproduction, c'est pendant ces parades nuptiales. Donc tout ça laisse des blessures importantes. Et notamment quand vous avez déjà des petits bras de base, parce que les théropodes, ils avaient déjà des relativement petits bras de base, il suffit d'attraper un de ces petits bras avec ces grosses dents là, et puis vous finissez vite avec une carotide coupée et une hémorragie qui va finir par vous tuer, ou un bras qui va finir par s'infecter, etc. Donc en fait ces bras, vous imaginez bien que ces bras c'était des cibles privilégiées. Et donc ce qu'il propose dans cet article, c'est une nouvelle hypothèse qui dit les bras en fait des tyrannosauridés sont devenus petits pour éviter justement d'être blessés. Enfin il y a eu une sélection naturelle extrêmement forte contre des bras trop grands, donc trop faciles à attraper et à blesser, et du coup avec les bras trop grands, ce serait une trop grande chance de finir avec une hémorragie ou une infection. Donc la fonction de ces petits bras, c'était d'être petits et de servir à rien. Voilà. Et moi je l'aime bien cette hypothèse, moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a du cachet. Plutôt que de chercher à dire, plutôt que d'imaginer que ça a aidé le T-Rex à se relever quand il était allongé, je veux dire aucun oiseau n'a de problème à se relever. Même les plus gros, je veux dire, même les autruches. Aucun
Plutôt que de dire que ça servait à accrocher les femelles pendant la reproduction, je dis rien non plus. Je veux dire, T-Rex, il a déjà une bouche énorme. S'il avait besoin d'attraper la femelle pendant la reproduction, il l'aurait attrapée avec ses dents, quoi. Donc, je veux dire, il aurait fait comme les lions, hein. Je veux dire, c'est les lions qui font ça, hein. Ils attrapent les femelles par le cou pendant l'accouplement, hein. Donc, je veux dire, il a déjà un énorme outil pour attraper la femelle en la personne de sa bouche. Donc, pourquoi est-ce qu'il irait invoquer des tout petits bras comme ça? Non, il n'y a pas de raison. La bonne raison, là, je pense qu'on a vraiment une très bonne raison pour laquelle T-Rex avait des petits bras, enfin les tyrannosauridés avaient des petits bras, bah c'est parce que d'une, ça leur servait pas à grand chose, et que de deux, il y avait en plus une pression sélective, une sélection naturelle contre la présence de petits bras, très fort, enfin contre la présence de bras tout court, très fort, parce que bah ces bras, ils étaient dans le passage à chaque fois qu'ils essayaient de se mordre les uns les autres pour communiquer. Ce dont on a beaucoup de preuves, on a des centaines de preuves de ça, qui se mordaient pour communiquer. Donc moi je trouve que c'est un article très intéressant, et je vous invite à le lire si vous souhaitez en savoir plus. On reste chez les dinosaures, mais on se déplace cette fois chez les herbivores, avec un nouveau petit œuf qui a été décrit en Chine, un petit œuf d'adrosaure. Regardez, ils ont fait une reconstruction, c'est trop mignon. Vous vous rappelez l'oviraptor là qui a fait tellement de vues, et celui-là il est complètement passé sous le radar. C'est un truc de fou. Bon, c'est un hadrosaure en même temps, c'est pas comme si... Je veux dire, depuis Mayasora, on en a découvert des œufs d'hadrosaure. Mais là, c'est quand même un hadrosaure qui est dans son œuf. Et cet œuf, eh bien, c'est un œuf de type Spherolithus. C'est écrit, je crois, dans le titre... Alors, c'est pas écrit dans le titre, c'est écrit dans le résumé. Les Spherolithidés. Donc, c'est un œuf de type Spherolithidé. Et alors, c'est super intéressant parce que en France, on a trouvé plein de Spherolithus. Il me semble que c'est à Rennes-le-Château, notamment, qu'on en a trouvé pas mal. Et du coup, maintenant qu'on a un petit embryon à l'intérieur, bah ça démontre définitivement que ces os Spherolithus, enfin les Spherolithidés, que ces œufs, pas ces os, que ces œufs qu'on a découverts abondamment en France appartiennent bien à des hadrosaures, parce qu'il y avait quand même un doute, parce que évidemment les hadrosaures, ils sont pas très communs dans le registre fossile français, on n'en trouve pas tant que ça, mais on sait que sur la fin du Crétacé, ils commençaient à arriver en Europe. Ils commençaient à remplacer notamment les herbivores locaux que sont les Ankylosaurus par exemple, Ankylosaurus donc sauropodes, titanosauridés, et le Rhabdodon qui est un petit ornithopode. Et en plus là, je veux dire, il n'y a pas de doute sur l'identification. Regardez, on voit les dents là, c'est définitivement de la petite dent en batterie d'hadrosaure quoi. Donc là, c'est vraiment très mignon. C'est un très joli petit fossile. C'est dommage qu'il soit passé à ce point sous le radar, parce que vraiment, il méritait un peu plus d'attention, et en plus, ça a directement des implications sur l'identification de nos œufs à nous en France. Donc c'est quand même cool. On sort des dinosaures pour aller du côté de leurs cousins archosauriens, les ptérosaures, avec maintenant donc une nouvelle découverte de ptérosaures à plumes, que voici que voilà. Donc là, vous avez l'arrière d'un crâne de ptérosaure, ici. Et donc il y aurait des petites plumes dans ce coin-là. Voilà, donc notamment ici vous voyez, je vous le grossis, des plumes très filamenteuses et des plumes ici un petit peu en peigne. Voilà. Donc ça, trouvé sur un crâne de ptérosaure qui s'appelle Tupandactylus, qui nous vient du Crétacé inférieur de Brésil. Donc déjà, ça, c'est une preuve de plus que s'il en fallait, que les ptérosaures avaient effectivement donc des structures proches des plumes. Voilà le fossile en entier. Donc il y a une espèce d'énorme crête ici. Et donc les plumes, elles sont à l'arrière, je crois. Donc là, voilà, c'est ça, c'est l'énorme crête que vous voyez là. Et les plumes se trouvent à l'arrière. Donc c'est cette crête-là. Et les plumes, elles se trouvent là, le long de l'os. Donc les petites plumes pectinées, là, elles se trouvent en haut, en bleu, et les petites plumes filamenteuses se trouvent en bas. Et donc ce qu'il y a d'intéressant avec ce Tupandactylus, c'est que ces petites plumes, elles sont situées à un endroit qui sont pas... je veux dire, il n'y a pas besoin de se réchauffer spécialement à cet endroit-là. C'est pas des plumes qui servent au vol, évidemment. C'est des plumes qui sont situées sur l'organe qui, on le suppose, devait servir d'organe sexuel, quoi. Il devait servir à séduire les femelles et à impressionner les mâles rivaux, cette espèce de grande crête sur la tête. Et ce qu'il y a d'intéressant, du coup, c'est de constater que en plus, il y a des petits mélanosomes à l'intérieur de ces plumes, donc ces plumes, elles étaient colorées.
ces plumes, elles étaient colorées. Et donc, vous avez des plumes colorées sur un organe reproducteur, bon, bah, ça veut dire que ça soutient très fortement l'hypothèse que, vous voyez, là, ils ont représenté avec 2 couleurs différentes, ça soutient très fortement l'hypothèse que les plumes, à la base, en tout cas les plumes très simples de ce genre-là, ont pu évoluer dans un rôle de communication sexuelle. Voilà. Et notamment pour la parade nuptiale, évidemment. Et pas seulement pour se réchauffer, pas seulement pour l'endothermie. Donc c'est ce qu'il propose dans cet article, et en plus de proposer cette hypothèse que de l'évolution de l'origine pour la sélection sexuelle des plumes, il propose aussi, évidemment, mais ça avait déjà été proposé avant, que l'ancêtre en commun, alors des dinosaures, donc l'ancêtre en commun des dinosaures ici, de ce côté-là, donc voici l'arbre phylogénétique de ce côté-ci, tout ça là, c'est les dinosaures. Donc l'ancêtre en commun des dinosaures et des ptérosaures, que vous voyez là, donc voici les ptérosaures de ce côté-ci, 2 groupes chez qui on a découvert des plumes, et bien que cet ancêtre en commun, celui de tous les Ave Metatarsalia, possédait déjà des petites plumes relativement simples, hein, filamenteuses ou légèrement pectinées, mais qu'il possédait déjà des plumes. Et ce malgré le fait qu'il y a plein de dinosaures, parce qu'on me le rappelle à chaque fois, il y a plein de dinosaures qui n'ont effectivement pas de plumes. Tyrannosaurus ici, Allosaurus, Carnotaure, les sauropodes, les iguanodontes, les cératopsiens, sauf Psittacosaurus. Là on a Culinda dromeus à la base de l'arbre ici, qui a des plumes aussi. Donc, qui a des plumes, mais après on a les thyréophores parmi les ornithischiens qui n'ont pas de plumes non plus. Donc ça, en fait, c'est une méthode de reconstruction. Ce qui nous dit en fait que l'ancêtre en commun avait des plumes, c'est pas le fossile lui-même de Tupandactylus, hein. C'est la méthode de reconstruction des caractères ancestraux qui est utilisée dans cet arbre, donc qui est une méthode par maximum. Donc vous voyez ici, c'est maximum de vraisemblance. Voilà, donc ils ont utilisé un algorithme de maximum de vraisemblance pour reconstituer les caractères ancestraux à partir de ce qu'on sait de la présence ou non de plumes chez les dinosaures qu'on connaît, pour lesquels on a des morceaux de fragments, au moins des fragments de peau préservés. Donc à partir de ça, il reconstitue la condition ancestrale, et donc la condition ancestrale reconstituée pour les dinosaures, pour les ptérosaures et pour l'ancêtre en commun des deux en général, c'est très forte probabilité de présence de plumes essentiellement monofilamenteuses. Hein. Vous voyez que c'est le rose qui domine ici, ici. Donc très forte chance de plumes monofilamenteuses. Et avec, alors pour les Ave Metatarsaliens, on a aussi des petites plumes en touffe. Et on a des petites plumes en brosse aussi, qui sont possibles. Alors faut voir que c'est des probabilités, hein. C'est de la vraisemblance. Donc ce qu'on a là, c'est des probabilités, c'est pas des vérités absolues, évidemment. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même de noter que leur reconstruction ne place jamais l'absence de plumes comme étant un caractère ancestral. Ceci étant dit, là où c'est intéressant, c'est quand on va explorer les informations supplémentaires, donc où on y trouve des analyses supplémentaires des plumes, et notamment d'autres scénarios pour essayer d'expliquer la transformation de ces plumes ancestrales en plumes plus évoluées, des plumes plus proches de celles des oiseaux. Et en fait, dans ces matériels supplémentaires, on découvre l'existence de 3 autres analyses qu'ils n'ont pas retenues pour l'article principal. Hein, voilà, l'article principal, il s'arrête là. Donc là, je descends, et j'arrive à ces 3 analyses. Et donc sur ces 3 analyses, il n'y en a qu'une seule qui retrouve les plumes comme caractère ancestral des dinosaures et des oiseaux. Les 2 autres, vous voyez, c'est tout noir. Et tout noir, c'est les écailles. Tout noir, c'est les écailles. Donc les plumes sont reconstruites ancestrales pour les oiseaux, pour les ptérosaures, pardon. Mais par contre, c'est ancestral complètement. Le caractère ancestral pour les dinosaures, c'est l'écaille. Et dans cette autre analyse, là en dessous, encore une fois, les dinosaures, la condition ancestrale, c'est l'écaille. Alors pourquoi il nous parle pas de celle-là ? Bah, c'est tout simplement parce qu'on a des méthodes de mesure qui permettent de juger de la qualité d'un modèle, puisque là, ce qu'on vous montre là, c'est juste un modèle, c'est juste des probabilités, hein. C'est juste un scénario purement hypothétique basé sur des calculs de probabilité. Donc, la raison pour laquelle ils n'ont pas sélectionné les 2 autres modèles, bah, c'est parce que les 2 autres modèles renvoyaient des valeurs de vraisemblance, en l'occurrence, puisqu'ils ont utilisé le maximum de vraisemblance.
il renvoyait des valeurs de vraisemblance moins intéressantes, moins bonnes. On a des façons de comparer comme ça des modèles phylogénétiques pour essayer de tirer les meilleurs, ceux qui donnent le meilleur signal. Et là, celui qui donnait le meilleur signal, c'est celui qui place la plume comme ancestrale et pas l'écaille, du coup. Mais des plumes relativement simples, hein, quand même, mine de rien. Ce qui n'exclut pas qu'il y avait aussi des écailles, hein, d'ailleurs. Comme, encore une fois, c'est juste une probabilité. Mais en tout cas, c'est super intéressant de voir que, vous voyez, on remet encore en question à chaque fois l'ancestralité de la plume, mais il semblerait bien que les scénarios convergent vers une solution où les plumes, en tout cas les monofilaments, donc les plumules, les protoplumes, comme on les appelle des fois, seraient la condition ancestrale la plus probable chez nos amis les dinosaures. On reste au temps des dinosaures avec un nouvel article qui est un peu comme celui sur Troodon, hein, c'est un article qui est accessible il est accessible en préprint, enfin c'est pas un préprint mais c'est la version manuscrite, mais c'est la version manuscrite telle qu'elle a été publiée, c'est juste que elle est accessible sur internet en version manuscrite et pas en version mise en page, quoi, c'est tout. Donc ça manque de mise en page, voilà, mais ça veut pas dire que ça a pas été reviewé par les pairs comme n'importe quel article. Donc ça a été publié dans la revue prestigieuse Cell. Et donc c'est un article qui remet en question la coévolution entre les plantes à fleurs, les angiospermes, et les insectes pollinisateurs, sur la base d'une grande revue de la littérature. Donc ils ont vraiment épluché toute la littérature sur le sujet jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022, mai 2022, et ils en ont conclu que les plantes à fleurs ont pas vraiment l'air d'avoir évolué en même temps ou sous l'influence ou avec ou sans les insectes... Enfin, sans les insectes pollinisateurs. Donc là, on est donc paléozoïque, donc carbonifère permien, mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, Cénozoïque, paléogène, néogène. Donc l'extinction des dinosaures, elle est là, entre ce bleu clair et ce bleu un peu plus foncé. Enfin, moi je les vois bleus, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et là, on a ces petits points avec des marges d'erreur autour. Hein. Il s'agit pas de toute la distribution du groupe. Hein. Il s'agit juste de la marge d'erreur. Donc, il y en a certains qui ont des marges d'erreur assez colossales. Mais en gros, le petit point, c'est l'origine d'un groupe particulier de pollinisateurs ou d'angiospermes. Donc là, vous avez les angiospermes. Ici, vous avez le trait qui est la découverte d'un pollen qui appartient définitivement à un angiosperme. Et le reste, c'est les points qui correspondent à tous les possibles insectes pollinisateurs, donc les papillons, les abeilles, les autres hyménoptères ici, il y a des coléoptères, il y a d'autres papillons ici, mais qui sont pas apparemment avec des trompes, les tisanoptères et les diptères, donc les mouches qui pollinisent aussi un petit peu. Et donc là, on regarde le registre fossile de tout ce beau monde et on constate que la plupart des pollinisateurs sont apparus soit au Permien, avec encore une fois une marge d'erreur, mais en gros ils sont soit apparus au Permien, soit ils sont apparus au Crétacé, et pas dans la première moitié du Crétacé, mais plutôt la deuxième moitié du Crétacé. Alors que les angiospermes, elles, sont apparues quelque part entre le début du Crétacé et le début du Trias. Donc en fait on a un découplage total entre entre la possible origine des pollinisateurs et la possible origine des angiospermes. C'est-à-dire que même en prenant des grosses marges d'erreur, on voit pas du tout une coévolution en fait entre les deux. On voit même un registre fossile qui s'oppose diamétralement, avec une origine d'un côté des angiospermes pendant le Mésozoïque, la moitié inférieure du Mésozoïque, alors même que pendant ce temps-là, on a au Paléozoïque, alors que les pollinisateurs les plus communs que sont les abeilles et les papillons, eux, ils trouvent leur origine qu'au Crétacé. Donc leur origine au Crétacé est certainement une conséquence à long terme de l'apparition des angiospermes au Jurassique et au début du Crétacé. Ça, ils veulent bien l'admettre. Mais bon, ça n'empêche qu'on s'attendrait quand même à ce que leur évolution aille un peu plus main dans la main et soit pas à 50 millions d'années près, si vous voyez l'idée. Parce que là, c'est quand même 50 millions d'années, là, ce pas de temps, là. Donc on s'attendrait quand même à un peu mieux. Entre deux groupes qui sont censés évoluer ensemble, on s'attendrait à une meilleure synchronicité qu'à 50 millions d'années près, quoi. Même sachant
même sachant le temps long que prend l'évolution. Surtout chez les invertébrés de petite taille, on s'attend quand même à ce que ça aille plus vite que ça. Donc ils essayent de proposer des explications. Une des explications, c'est évidemment la pollination chez les gymnospermes, c'est-à-dire que la plupart des... Il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs qui étaient déjà des pollinisateurs de gymnospermes, et du coup, les angiospermes seraient apparus de leur côté sans avoir spécialement besoin d'une pollinisation par les insectes, et ensuite auraient remplacé les gymnospermes dans ce rôle-là, quand les gymnospermes auraient commencé à péricliter. Quand ou à cause ou parce que évidemment c'est pas facile de savoir qui de l'œuf ou de la poule a eu lieu le premier. Donc on a c'est juste qu'on a ce découplage et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est une histoire qu'on nous dit tout le temps, les abeilles qui ont coévolué avec les plantes et avec les plantes à fleurs, etc. Oui, à partir du milieu du Crétacé. Mais alors avant ça, c'est pas dit en fait que en gros ce que ça remet en question, c'est que le succès des angiospermes est dû à la pollinisation des insectes, ou que le succès des insectes pollinisateurs est dû à la présence d'angiospermes. En fait, il est probable qu'ils aient commencé à bosser ensemble bien plus tard, voilà. Eux, ils proposent même que la coévolution réelle n'a réellement commencé qu'au Paléogène, et qu'avant ça, on avait plutôt de l'opportunisme, quoi. Donc c'est vraiment intéressant comme article, je vous suggère de le lire, parce qu'il y a plein de bonnes idées dedans, il y a plein d'hypothèses. Faut voir qu'une relation symbiotique comme celle-là, c'est évidemment... faut pas voir ça tellement comme une symbiose que comme un coparasitisme, en fait. Hein. Parce qu'évidemment, quand tu viens boire le nectar, tu bois le produit que la plante a produit, justement, avec grand-peine, hein, parce que ce nectar, il est sucré, et ce sucre, il sort pas de nulle part, il sort de la photosynthèse. Donc ça prend de l'énergie, ça prend des ressources de fabriquer ce nectar. Donc évidemment, la plante veut pas faire ça sans contrepartie. Hein, c'est pas la plante qui dit gentiment à l'abeille « tiens, prends mon nectar, tu veux bien prendre mes petits pollens avec ?» C'est « Non, tiens, prends mon pollen dans ta gueule, espèce de voleuse de nectar, sert à quelque chose, fais quelque chose de ta vie, quoi, merde. » Espèce de glandeuse d'abeille. Et donc... Et de l'autre côté, il y a l'abeille, effectivement, qui essaye de profiter du nectar. Alors, les abeilles, pas tant que ça, mais ça se voit très bien avec les papillons. C'est les papillons qui ont des très grandes trompes, et qui, du coup, essayent de boire le nectar sans toucher la plante. Surtout en évitant de foutre les pieds dans la plante, tu vois. Donc, t'as la longue trompe qui leur permet d'aller sucer le nectar, mais surtout pas, non, je veux pas toucher ton pollen de... Ah, merde, il m'a eu. C'est pour ça qu'on a des coévolutions assez grotesques, du coup, avec des plantes qui deviennent super profondes et des papillons qui finissent par avoir une super longue trompe, en fait. C'est pas tant une coévolution qu'une course aux armements, en fait. C'est une course à celui qui en prendra le plus à l'autre. C'est ça, c'est cette symbiose, en fait, c'est celui qui en prendra le plus à l'autre en donnant le moins. Faut pas voir les symbioses comme des relations sympas. C'est pas du tout une relation sympathique, une symbiose. C'est une relation où il y en a deux qui essayent de se bouffer l'un l'autre, mais ils se bouffent à la même vitesse, en fait. Du coup, ils se régénèrent à la même vitesse aussi, quoi. Bref. On reste avec les invertébrés, et maintenant on passe aux arthropodes, les trilobites, les fameux trilobites du Paléozoïque. En apprenant le mot trilobite un jour, en l'entendant pour la première fois, vous vous êtes forcément demandé, mais est-ce que les trilobites, ça a quelque chose à voir avec leur... voilà, avec ça. Hein, et du coup, et si oui, la question, est-ce que s'ils en ont 3 des lobites, ou est-ce qu'ils en ont plus, ou est-ce qu'ils en ont moins? Eh bien, la réponse, on l'a maintenant, ils en ont pas 3, ils en ont 4. Les trilobites en avaient 4. Je tiens désormais le titre de cette vidéo. Les trilobites en ont 4. Alors... Comment on sait? Eh ben, grâce aux schistes de Burgess, bien sûr, les schistes de Burgess qui préservent des trilobites. On a tendance à oublier d'en parler parce qu'il y a tellement de trucs zarbis aux schistes de Burgess, mais il y a aussi des trilobites, parmi les plus anciens, d'ailleurs, qu'on connaisse. Et en analysant ces trilobites, eh ben, les gens ont découvert, alors les chercheurs du Canada, hein, des chercheurs de Cambridge, Massachusetts, Losso et Ortega Hernandez, ont découvert que les trilobites, en fait, ils avaient des petites pattes réduites sur le côté, l'arrière de leur corps, vous voyez, ces petites pattes-là qui sont représentées en couleur, là, ici. Et alors, ces petites pattes réduites, eh bien, ils ont fait l'hypothèse qu'il s'agissait de claspers, c'est-à-dire de petites pattes comme on trouve chez les arthropodes modernes, des petites pattes, notamment comme chez les limules,
qui servent à attraper la femelle au niveau justement des organes génitaux pour bien la tenir et pour être bien sûr de pouvoir la féconder comme il faut. Donc ils avaient 2 paires de pattes sexuelles, donc 4. Donc alors, ils avaient pas 4 bites, ils avaient 4 claspères. Et ces claspères, donc, ce qu'ils proposent dans cet article, c'est que les claspères, en fait, servaient, quand le mâle montait la femelle, en fait, servaient à attraper la femelle ici, là, juste à l'arrière du corps. Et en attrapant la femelle à l'arrière du corps comme ça, en fait, ils la tiennent bien, juste à l'endroit où elle pond ses œufs, et du coup, ça permet d'arroser les œufs, donc c'était une fécondation externe. Donc il y a définitivement pas de bites chez les trilobites, voilà. C'est une fécondation externe. Et donc ils attrapent la femelle, arrosent les œufs, et du coup les œufs sont bien recouverts par le corps du mâle, et le mâle est bien situé juste au niveau de l'arrière de la femelle, soutenu par ses claspères, comme ça il est sûr d'envoyer la purée où il faut. Voilà, vous avez jamais, t'as jamais voulu en savoir autant sur la vie sexuelle des trilobites, et ben maintenant tu sais quand même, voilà. Donc cet article répond effectivement à la question, les trilobites n'avaient pas de bites. On a fini de parler de bites, parlons de cerveau. Les cerveaux justement, on avait cette impression, il y a de cela quelques mois encore, que les mammifères, à partir du début du Cénozoïque, en fait, le cerveau des mammifères n'avait fait que grandir. Voilà, en moyenne, on va dire. En moyenne, les mammifères ont commencé leur évolution au Cénozoïque avec un tout petit cerveau, et puis chaque lignée de mammifères, indépendamment, a évolué dans la direction d'un cerveau plus gros, avec certains cas extrêmes comme Homo sapiens, mais aussi d'autres cas moins extrêmes comme les chevaux, par exemple, les éléphants, un petit peu mieux. Mais voilà, globalement, il n'y a pas beaucoup de mammifères dont le cerveau n'a pas évolué dans la direction d'un plus gros cerveau. Et donc en moyenne, et il y a quelques mammifères comme certaines chauves-souris, chez qui le cerveau est devenu plus petit en comparaison du corps, mais de manière générale, ça reste quand même une évolution vers le plus gros cerveau. Et alors, il y a la chercheuse française Ornella Bertrand, alors française mais pas forcément basée en France, puisqu'elle est à l'université d'Édimbourg en ce moment, eh bien, cette chercheure française a étudié quelques mammifères du Paléocène, donc les tout premiers mammifères qui avaient été justement découverts tout récemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette étude qui avait qui avait montré en fait que les mammifères, tout de suite après la limite Crétacé-Tertiaire, les mammifères avaient tout de suite après commencé à grossir en taille, en fait. Et donc elle a pris ces mammifères-là, et elle les a scannés, enfin, ou du moins elle et ses collègues les ont scannés, et ils ont étudié le cerveau pour voir en fait si le cerveau suivait la même tendance, c'est-à-dire est-ce qu'en plus de l'augmentation de la taille du corps, est-ce qu'on avait une augmentation de la taille du cerveau. Alors dans son échantillonnage, il y a par exemple ces 3 cerveaux-là, celui de Arctocion en haut, qui est un mésonychidé, celui de Trogosus, qui est un tylodonte, donc je crois que c'est des herbivores, les tylodontes, et Iracus, qui est donc un périssodactyle, proche des chevaux et des rhinocéros. Alors déjà, j'attire votre attention sur la toute petite taille du néocortex. Le néocortex, il est tout petit chez ces bêtes-là, c'est assez fou. Il y a même un autre qui s'appelle Ectoconus, je crois, où le néocortex est tellement petit que quand vous regardez le cerveau du dessous, on dirait 2 petits patchs sur le sommet du cerveau. Donc tout le reste, c'est du paléocortex par définition, qui accomplit des fonctions un peu plus basiques. Donc c'est pas un cours de neurologie évidemment, mais voilà, c'est juste l'idée, c'est ça, c'est que vous voyez déjà ils ont un tout petit néocortex, mais alors en plus quand elle a mesuré la taille du cerveau, ce qu'elle a trouvé d'intéressant en fait, et notamment en mesurant ce qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, c'est-à-dire la taille du cerveau par rapport au corps, pour faire simple, parce que j'ai pas envie de réexpliquer. J'ai fait toute une vidéo sur l'évolution du cerveau des hominini, vous pouvez aller la voir. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je vous collerai le lien vers cette vidéo sur l'évolution du cerveau des hominini, où j'explique en détail ce que c'est que le quotient d'encéphalisation. Mais là, pour cette vidéo-là, on va juste partir du principe que le quotient d'encéphalisation, c'est une mesure de la taille du cerveau sur la taille du corps. Parce qu'évidemment, la taille absolue du cerveau ne veut rien dire du tout. Une souris est plus intelligente qu'un varan de Komodo, qui a pourtant un cerveau plus gros en taille absolue, mais évidemment, la souris a un cerveau plus gros par rapport à la taille de son corps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le quotient d'encéphalisation, la taille relative du cerveau par rapport au corps, et ce qu'on voit,
et ce qui est assez fabuleux, c'est que donc le cerveau des mammifères du Mésozoïque est plus encéphalisé que celui de ces mammifères-là du Paléocène. Et c'est assez ouf. Et après seulement on a une tendance à l'augmentation de la taille du cerveau à l'Éocène, au début de l'Éocène et à la fin de l'Éocène. Donc c'est seulement après que la taille du cerveau augmente. Mais au Paléocène, les mammifères ont un cerveau plus petit que leurs ancêtres du Mésozoïque. Donc ils cassent en fait ça casse en fait cette tendance évolutive qu'on croyait avoir vue sur l'évolution du cerveau. Et en fait sur l'évolution du cerveau qui ne faisait que devenir plus gros. Et ce qu'ils ont montré donc, c'est que en fait, vous voyez, là, ça, c'est le quotient d'encéphalisation en fonction des millions d'années. Ici, on a la limite Crétacé-Paléogène, ou Crétacé-Tertiaire. Le cerveau augmente, et à la crise, il se pète la gueule, et réaugmente de façon drastique tout de suite après. Et donc, déjà, il y a un effet de la crise, mais surtout, il y a un effet de l'évolution de la taille. Regardez, ça, c'est l'évolution de la body mass, donc c'est l'évolution de la taille. Et regardez, pareil, on approche de la crise, la taille se pète un peu la gueule, mais alors pendant la crise, vous voyez, alors que les dinosaures sont en train de s'éteindre, les mammifères, eux, la taille, elle repart de plus belle, elle part vers le haut, beaucoup plus vite que la taille de cerveau. Et en fait, c'est ça qui se produit, c'est qu'en fait, la taille du corps augmente plus vite, beaucoup plus vite que la taille du cerveau après la crise Crétacé-Paléogène chez les mammifères, ce qui donne en fait ça, donc l'encéphalisation est petite quand elle est foncée et haute quand elle est claire. Donc tous les trucs modernes là que vous voyez en bout de branche là, ils ont des cerveaux, ils ont des branches claires, donc ils ont plutôt des cerveaux gros. Et tous ceux à la limite Crétacé-Paléogène là, ces petits pointillés, vous voyez qu'ils ont des branches très très foncées. Et donc chaque branche a ensuite évolué vers un cerveau plus gros, mais indépendamment. Donc c'est complètement de la convergence évolutive en fait. Un gros cerveau n'est pas un caractère partagé par tous les mammifères à la base. Le gros cerveau, c'est quelque chose qui a évolué après. Donc ça, c'est un très très bel article qui jette vraiment une théorie qui est beaucoup représentée dans les cours d'évolution des mammifères. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, une belle découverte qu'a fait Ornella Bertrand et toute son équipe. Donc on les félicite. Et on termine avec l'origine du dingo. Le dingo, c'est pas le copain de Mickey, ceci dit, c'est son inspiration. C'est ce chien australien, donc sauvage, chien sauvage australien, dont on se demande toujours, est-ce que c'est un chien domestique qui a été relâché par les premiers humains qui sont arrivés sur les îles d'Indonésie. Alors pas forcément les tout premiers, parce qu'ils sont arrivés il y a 50 000 ans, et les premiers humains n'avaient pas de chien à 50 000 ans, mais donc les humains qui sont arrivés un peu après, du coup. Alors s'agit-il d'un chien qui a été relâché par les humains, qui sont donc les ancêtres des aborigènes d'Australie, ou s'agit-il d'un chien qui vivait déjà là? Parce que ça, en fonction de l'un ou de l'autre, c'est pas du tout les mêmes efforts de conservation qu'ils font déployer. Si c'est les humains qui ont introduit, quand bien même ce sont les aborigènes d'Australie il y a très longtemps, je veux dire, si c'est les humains qui ont introduit le dingo en Australie, c'est une espèce invasive, le dingo. Donc on va pas le traiter de la même façon, et surtout pas le protéger de la même façon, que s'il s'agissait d'une espèce de chien qui vivait déjà en Australie avant l'arrivée des humains. Donc c'est très important de déterminer la position phylogénétique du dingo, ça a des conséquences immédiates sur les efforts de conservation qu'ils font déployer pour garder ces dingos. Et du coup, cet article est l'un des premiers à proposer, du moins analyse génétique à l'appui, c'est l'un des premiers à proposer que le dingo, vous voyez, il est à la base, là c'est l'arbre phylogénétique, il commence en donnant les loups, il continue en donnant les dingos, et il continue en donnant le reste des races de chiens qu'on connaît. Et donc là, ce qu'on a, c'est que du coup, le dingo, il est très basal dans la phylogénie, donc ça veut dire qu'il est très proche d'un loup, et que donc l'événement de domestication en fait aurait pu avoir lieu que ici dans l'arbre phylogénétique, et du coup le dingo ne serait pas un chien domestique, ce serait un chien sauvage. La grande force de cette étude, c'est qu'ils ont utilisé des génomes entiers, donc il y a beaucoup de données. La grande faiblesse de cette étude, c'est que pour obtenir des génomes entiers, il a fallu qu'ils réduisent leur échantillonnage, et en l'occurrence, ils ont réduit leur échantillonnage à seulement 1, 2, 3, 4, 5 chiens et un loup.
Ça réduit beaucoup la puissance de leur analyse, on va dire. Et le deuxième truc à propos des dingos, c'est il a fallu qu'ils reconstituent un génome en fait de dingo, parce que ça n'existe plus. Aujourd'hui, les génomes de dingos purs, ils ont été trop hybridés, donc il a fallu qu'ils reconstituent par croisement. Donc ils ont fait une grande campagne de croisement, c'est certainement la raison pour laquelle c'est publié dans une grande revue, Science Advances, la succursale de Science. Donc la raison pour laquelle ils ont publié dans cette grande revue, c'est qu'il a fallu qu'ils recréent de toutes pièces un dingo pur, en faisant des croisements. Et donc, comment évalue-t-on la pureté d'un dingo? La pureté de la race, pour évoquer des gros mots, j'ai envie de dire, pour sortir des gros mots. Comment évalue-t-on cette pureté? Cette pureté est-elle objectivement pure, j'ai envie de dire? Est-elle représentative de ce qu'étaient les dingos avant? Et surtout, est-ce que c'est pertinent de comparer ça à seulement 6 autres espèces, enfin 6 autres races, en l'occurrence, 6 autres sous-espèces de loups, devrais-je les appeler. Donc ça, ce sont les grosses faiblesses de cette étude. Voilà. Jusqu'à quel point ce génome de dingo est représentatif des dingos, et jusqu'à quel point 6 échantillons sont représentatifs de la diversité des races de chiens. Sachant, comme je le disais, que ça va à l'encontre d'à peu près tout ce qu'on sait de l'évolution des chiens. L'origine des chiens, toutes les analyses précédentes la placent au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, quelque part par là. Toutes ces analyses placent l'origine des chiens là, et placent ensuite la dispersion des dingos en Australie avec l'être humain en compagnie, et donc de l'être humain, quoi. Comme animal de compagnie avec l'être humain, plusieurs milliers d'années après l'origine des chiens elle-même. Et c'est même pas dit, d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient arrivés avec les aborigènes d'Australie, mais en réalité, peut-être même pas. Peut-être même avec des populations encore plus tardives. Donc je corrige, petit erratum sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se trouve, c'est même pas avec les aborigènes d'Australie qui sont arrivés, c'est peut-être avec des populations encore plus tardives. Et encore une fois, ça change toute l'histoire aussi, Ça change toute cette histoire aussi, c'est-à-dire que avec qui sont arrivés les chiens, ou les chiens avec qui sont arrivés les dingos, ou voire même ne sont-ils pas arrivés tout seuls en Australie? C'est une question pour laquelle la réponse va être fortement influencée par la position phylogénétique des dingos. Donc, en fonction de si les dingos sont des chiens très basaux comme ici, ou bien des chiens qui appartiennent à des membres des races plus dérivées de chiens, ça va pas du tout être la même histoire. Même archéologique, c'est là où je veux en venir. Même archéologiquement parlant, c'est plus du tout la même histoire. Donc c'est super intéressant comme étude, et on attend d'en savoir plus. En tout cas, ce serait bien qu'ils augmentent leur échantillonnage, parce que seulement un si petit échantillonnage de comparaison, ça affaiblit quand même pas mal les conclusions. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens, et je vous dis à très bientôt.